Bonsoir à tous. Donc moi je vais vous faire un petit retour d'expérience sur Xamarin Forms. Tout d'abord je me présente, je m'appelle Cyril, je travaille à SWAT. Donc SWAT c'est une SS2I d'Île-de-France. On fait tout plein de belles techno, on fait du front, du back, du cloud, tout ce que vous voulez. Et bien sûr on recrute, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas. Donc moi je vais vous parler d'une application qui s'appelle Wishes, sur laquelle je travaille depuis un peu plus d'1 an maintenant. Le principe de l'application, c'est agréger plein de comptes bancaires pour avoir une vision assez globale du patrimoine et présenter aussi un coach de l'épargne pour aider à épargner chaque mois. Donc c'est une application mobile uniquement, pas de web, en tout cas c'est pas prévu pour l'instant. iOS, Android, il y a un peu plus de 70 pages. Et si on compte tout ce qui est pop-up, tout ce qui est affichage en overlay, etc., on a un peu plus de 110 vues. Donc c'est une application qui a été développée en un peu plus d'1 an, on va dire grosso modo par 2 devs temps plein, pour situer à peu près. Et surtout, on a un super designer dans l'équipe qui nous a fait plein de beaux designs, plein de belles maquettes et plein de ressources graphiques. Ce que je vous propose, juste pour situer vraiment, c'est d'abord de faire une petite démo de l'appli. Tac, c'est parti. Donc on a la possibilité de mettre un code PIN, on a la reconnaissance faciale avec Face ID, Touch ID sur iOS et pareil sur Android. Donc là, on a de l'agrégation des comptes. Là, on va aller dans Comptes, voir les différentes opérations. Tout est factice, je suis pas aussi riche que ça, malheureusement. Enfin, en l'occurrence, pas trop, mais... donc là, on va avoir le détail des opérations, on peut recatégoriser si on a envie, on a des petits overlays comme ça, un petit peu en mode natif, style backdrop vite fait. On a une gestion budgétaire, on peut voir les dépenses, les revenus par mois, on affiche tout plein de graphiques. Voilà, c'est intéressant. Donc on a de la navigation qui respecte la navigation habituelle qu'on a sur iOS en stack. On peut rajouter du coup à son patrimoine des biens immobiliers. Donc là, on voit, je suis en train de saisir... sur le formulaire, on voit que les champs sont un peu personnalisés, je vais revenir dessus. Donc on saisit l'adresse du bien, puis on va pouvoir estimer le bien en fonction des critères qu'on va remplir. Donc faire estimer, c'est un petit peu pixelisé, je sais pas si on voit très bien. Voilà, on renseigne est-ce que c'est un appartement, quel étage, quel nombre de pièces, est-ce qu'il y a des caractéristiques esthétiques. Là on voit qu'il y a des petits contrôles un petit peu graphiques, je reviendrai dessus aussi. J'accepte le CGU, boum, ça fait un appel web service et je récupère une estimation un peu à la meilleure agent. Là c'est notre partenaire, c'est Bonne Visite. Comme je disais, je suis pas aussi riche, hein, j'ai pas de 2 millions sur mon compte. Là, c'est un flux d'actualité avec plein d'articles, avec du contenu très orienté finance, autour de la bourse, etc. Là, on retrouve le coach de l'épargne. Comme je disais, on a un graphiste de talent qui nous a fait un petit bonhomme, un petit génie, qui sert de coach, avec qui on peut discuter. On a un système de cartes avec une mission. Donc, le coach nous parle au fur et à mesure de la mission. La mission, c'est chaque mois épargner tant d'euros. On peut rajouter des projets pour se motiver un peu plus, pour dire, ok, je vais atteindre un projet, c'est ça qui va me permettre de m'aider à épargner. Voilà, donc pas mal de graphisme. On a aussi, alors il y a plein d'options, je fais une vidéo de 2 minutes, hein, donc le but c'est pas vraiment de tout voir, c'est surtout voir les principales caractéristiques et les différents designs. On a aussi la possibilité de mettre des seuils pour envoyer des alertes si jamais on tombe sous le zéro, etc., etc. Une fonctionnalité aussi sympa, c'est de masquer les montants. Donc si on veut par exemple prêter l'application à un collègue pour faire la démo, on peut masquer comme là, on le voit, tous les montants de l'application. Dès que dès qu'il y a de la... Ouais, c'est bon. Bon, on reviendra dessus de toute façon tout à l'heure. Donc là, grosso modo, on a une application qui a été faite en Xamarin Forms en un peu plus d'1 an. Pourquoi Xamarin Forms? Alors, quand je suis arrivé sur le projet, en fait, ils avaient déjà décidé de la techno. Donc, moi, c'était simple. Et pour le coup, ils m'ont recruté justement parce que je connaissais déjà Xamarin et Xamarin Forms en particulier. Donc, pour ceux qui connaissent pas, Xamarin Forms, c'est quoi? C'est tout simplement un framework qui est porté par Xamarin qui permet d'écrire des applications multiplateformes tout en C# et en targetant du coup du iOS, Android, Windows 10 en particulier, et on peut même faire des applications desktop avec du macOS, du WPF, etc. Le gros intérêt de Xamarin Forms, c'est qu'on a une partie complètement UI qui est dans le langage déclaratif XAML, pour ceux qui ont déjà fait du WPF, vous connaissez bien. Ça permet de partager en fait l'interface graphique pour toutes les plateformes. Donc on va unifier finalement la déclaration d'interface graphique, donc ça permet de partager énormément de code. Là, j'ai listé plein de problématiques ou des petites astuces, des petits trucs que j'ai abordés pendant cette année, pendant le développement de Xamarin Forms, et qu'on va énumérer ensemble. Donc, la particularité, c'est qu'on a un design un peu unique, répétitif, de navigation, de la configuration, de l'optimisation, les outils. Enfin bref, on va les passer un par un, et on commence par le design assez unique. Si je reviens sur les maquettes, donc on a un graphiste, comme je disais, qui se fait plaisir.
pas dire le contraire. Donc là, en fait, moi, mon premier réflexe quand j'arrive sur ce genre de maquette et qu'on me dit que je dois faire tout ça en Xamarin.Forms, c'est oh my god. On a un peu l'a priori souvent de Xamarin.Forms comme étant un framework qui permet pas de faire de belles applications, en tout cas pas performantes ni trop personnalisées. Donc là, en général, on se dit ouais, attends, ça va être coton. Est-ce que c'est vraiment le bon outil pour remplir la tâche? Alors ça veut dire que ça se fait bien. Faut ruser un petit peu de temps en temps, mais globalement ça se fait bien. Donc le design unique, en fait, on le voit, on a des contrôles assez custom, finalement, qui embrassent pas vraiment le thème, les guidelines de chaque OS. On est entre du matériel et du Cupertino, pour dire qu'on est entre un design iOS et entre un design matériel Android. Et le design surtout se voulait identique entre iOS et Android. On n'a pas de particularité, donc on n'embrasse pas énormément de guidelines propres à un OS. C'est plutôt un mix, je dirais. Et de temps en temps, on va mettre quand même un sélecteur par exemple qui tourne à la iOS. Enfin, il y a des petites touches, mais globalement, c'est quand même le même design. Et du coup, on se retrouve avec plein de contrôles custom, des effets d'ombre, des dégradés, des boutons arrondis, plein d'icônes, plein d'animations dans tous les sens. Donc, comme je disais, tout ça en Xamarin.Forms, c'est un peu tendu. En fait, comment on se dépatouille de tout ça? Finalement, en Xamarin.Forms, on a la possibilité de revenir en mode natif via les renderers. Donc, on pourrait imaginer qu'on refait tous les contrôles en natif et on les expose dans le monde, entre guillemets, de Xamarin.Forms, dans le monde de l'UI unifié. En fait, c'était même pas la peine. Là, en l'occurrence, on va passer quelques contrôles en revue, mais là, par exemple, le text field entry, donc on a un design, alors on voit pas très bien sur le vidéoproj, mais on a en fait un champ texte, ce qui est le plus classique, avec une bordure autour un peu arrondie. Donc là, c'est le même contrôle qu'on voit là. Décliné à quatre sauces différentes, j'allais dire. Le premier, c'est plutôt en mode drop-down. Ensuite, on a un watermark avec une petite icône à gauche. Après, on a plutôt une petite icône à droite, enfin, du texte. Et on a de la validation aussi built-in. On a surtout la possibilité aussi avec un œil de masquer, démasquer le contenu type password. Voilà, donc tout ça dans le même contrôle. Ça fait beaucoup. Donc c'est un parti pris. Et en fait, tout ça, c'était fait en Xamarin.Forms. Le seul renderer qui a été utilisé, c'était pour avoir un champ entry, donc un champ texte sans bordure, sur Android. Android ou iOS, je sais même plus. En tout cas, voilà, juste un renderer. Après, tout le reste, tout le comportement, donc on a des floating labels, on a une petite animation assez classique où le texte watermark vient se docker en haut, donc ça c'est du material design, tout ce qui est plus classique. Tout ça, c'était fait en XAML, en Xamarin.Forms. Et après, les différents modes d'affichage, c'est simplement des box view avec des corner radius, enfin bref, on a tous les outils, on a tout ce qu'il faut pour refaire tous ces contrôles-là, finalement, en Xamarin.Forms. Donc là, souvent, le premier réflexe, ça va être de se dire, je vais faire des renderers partout, on va faire ça en natif, ça va être beaucoup mieux. Mais en fait, pas vraiment. En l'occurrence, le gain n'aura pas été énorme de le faire en natif. Donc là, le parti pris, c'était tout en Xamarin.Forms. On a un autre contrôle qu'on a vu rapidement aussi sur l'estimation de bien, c'est ce qu'on appelle le selector chez nous. C'est la possibilité de remplir 3 valeurs avec une espèce de slider qui se met par-dessus et qui bouge et qui se met à jour en fonction de la valeur qui est sélectionnée. Pareil, pur XAML. Là, pas de chichi. Pour le coup, c'était pas très compliqué. On positionne en gros le curseur et puis on l'anime d'une position 1, 2, 3. On fait des petites translates opacité. Alors, on a des animations relativement simples qui sont disponibles dans le monde de Xamarin.Forms, donc ça, on les met à profit, c'était bien pratique. Et le dernier contrôle qui était intéressant, c'était le money view. Donc, je vous ai montré, en fait, il y a plein de montants qui sont affichés à droite à gauche. On avait besoin, en fait, de l'afficher d'une manière un peu particulière, c'est que les entiers sont relativement gros et les décimales, il fallait les afficher un peu plus petits. Puis après, on a le symbole de la monnaie. Et si on pouvait aussi, on avait certains écrans qui demandaient à ce que si la valeur est négative, on le met en rouge. Enfin bref, jouer un peu sur la couleur. Donc on avait commencé à faire comme ça un contrôle quand on partageait partout sur tous les écrans. Et à un moment, on a eu la fonctionnalité que je vous ai montré tout à l'heure de masquer des montants. Et là, on a eu de la chance, en fait, on avait un contrôle qui partout affichait des valeurs monétaires, je vais dire, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas de l'argent. Et du coup, en fait, on a juste eu finalement à modifier un tout petit peu le contrôle et on a pu propager cette fonctionnalité très facilement dans l'application. Donc tout ça pour dire qu'on a une approche là très composant, enfin comme on peut le voir en web aujourd'hui ou sur d'autres outils cross-platform, et ça se fait plutôt bien. Au niveau des effets, c'est pareil, on a eu, c'était un petit peu galère au début finalement parce qu'il fallait faire des dégradés, donc ça c'est quelque chose qui est pas disponible en Xamarin.Forms, il fallait faire des renderers pour faire des dégradés, pareil des effets d'ombre un petit peu partout, donc ça c'était un petit peu laborieux, donc moi j'étais parti tout de suite sur Skia-Sharp, qui est une lib cross-platform qui permet en gros de faire du rendu vectoriel 2D en mode unifié dans Xamarin.Forms. C'est aussi donc c'est basé sur Skia, le moteur développé par Google, qui est aussi utilisé pour Chrome, pour Android, et également le framework cross-platform Flutter. Donc c'est plutôt, c'est pas une petite librairie, on va dire que c'est assez, ça marche plutôt bien. Moi le premier réflexe c'était vraiment d'utiliser ça pour faire tous les rendus d'ombre, dégradés, etc. Il s'avère que pour les ombres c'était un petit peu plus compliqué parce que s'il y en a deux boutons qui se chevauchent,
comme on a à chaque fois un canevas pour chaque bouton, l'ombre était tronquée, on pouvait pas avoir des ombres qui se chevauchaient, pour faire quelque chose d'un peu élégant. Et finalement, on en est revenu, finalement, on a fait des renderers pour les ombres. Par contre, tout ce qui est dégradé dans l'application est rendu par SkiHsharp. Et pareil, on a une espèce, enfin, ce qu'on appelle une espèce de vague, en fait, c'est une ellipse, qu'on dégradé avec un clipping en forme d'ellipse. Pareil, SkiHsharp, ça fait ça très très bien. Une autre problématique, alors là c'est un peu plus coton, je sais pas si vous avez vu, mais quand on fait le rendu des opérations, donc toutes les transactions de compte, on a des espèces de cartes pour chaque ligne d'opération, et surtout s'il y en a plusieurs lignes d'opération, le but c'est de les grouper dans une même carte. Donc ça déjà en natif on se dit c'est un peu chiant à faire. C'est-à-dire que chaque ligne de ma list view ici, donc transposer ça en natif, recycler view ou collection view, chaque ligne finalement doit essayer de bien on va dire, se rapprocher de la ligne suivante. Et faut jouer un petit peu sur du clipping et plein de petites caractéristiques comme ça pour avoir un affichage à peu près élégant. Donc en Xamarin Forms, pareil. Donc en fait, il faut imaginer que tout en bas là, on voit une carte qui est rendue pour quand on a une seule opération pour la journée. En fait, chaque cellule a exactement ce même rendu. C'est juste que chaque cellule va faire du clipping. Alors c'est un mix de clipping et de marge en fonction de sa position. S'il est tout en haut, il va clipper en bas. S'il est au milieu, il clippe en haut et en bas. Et s'il est tout en bas, il clippe en haut. C'est plutôt naturel. Donc on l'aurait fait pareil en natif. Et en fait, on a les mêmes outils en Xamarin Forms. Et étonnamment, en termes de perf, ça se débrouille pas trop mal. On a de la chance sur l'application, c'est qu'on vise plutôt une catégorie de personnes, j'ai envie de dire aisées. Donc on vise plutôt des téléphones haut de gamme, donc c'est on va dire moyen haut de gamme. Et globalement, en termes de perf, c'était satisfaisant. Donc on n'a pas un scroll ultra fluide non plus, on va pas se mentir, mais globalement, c'était quand même satisfaisant. Et pareil, notre graphiste a découvert alors je prends à l'envers, mais a découvert l'outil. Alors là, c'était fini. Donc là, il s'est éclaté et on s'est éclaté avec lui parce que à intégrer, c'est super simple. C'est une ligne de code. Et du coup, on a plein d'animations partout dans l'appli, que ce soit pour l'onboarding ou pour habiller un peu toutes les pages. Ça, c'est vraiment sympa. Et un autre parti pris, c'est plutôt de mettre des images dans tous les sens. Donc ça, c'est pareil, en cross-platform, c'est toujours laborieux. Il y a plein de techniques différentes pour optimiser, pour automatiser, etc. Là, on s'est pas trop embêté. On a fait tout en SVG. Donc ça, c'est un impact aussi sur la taille du package. Donc aussi, ok, SVG all the things. Ça permet d'avoir un rendu vectoriel, donc on est future proof, cool. Ça évite pas mal de problèmes. Et on a utilisé une lib XamSVG qui est faite par Vapolia, un petit Frenchie. Donc Cocorico, c'est payant, mais ça a le mérite de super bien marcher. Et franchement, ça coûte pas cher pour le travail rendu. Donc faut pas hésiter. Et c'est la seule lib SVG pour compatible Xamarin Forms qui marche du tonnerre. Vraiment, 99% du temps, ça marche. Si on utilise tous les projets open source, en général capote. Il y a toujours un endroit où ça marche pas. Donc après vous allez me dire ouais du SVG du coup ça a un impact sur les perfs. Alors oui, globalement nous on a fait des petits benchmarks, on n'a pas eu d'impact énorme, donc on est resté sur SVG, c'était le plus confort à la fois pour le développeur, même en termes de rendu pour l'utilisateur. Design répétitif. Alors là c'est assez simple de se rendre compte que on a un design qui se veut relativement répétitif dans le sens où on a un header, on a un contenu, et de temps en temps on a une espèce de bas de page. Donc là, on se dit, plutôt que de faire du copier-coller sur chaque page, c'est un peu stupide, on va essayer de factoriser tout ça, en bon développeur qu'on est. En Xamarin Forms, on peut le faire avec ce qu'on appelle les control templates. Le problème, c'est que on peut pas forcément embarquer de la logique métier ou des choses autour. C'est un peu restrictif. Donc nous, en fait, ce qu'on a fait, c'est un système de templates. On peut voir ça comme plein de placeholders mis à disposition dans une page. Donc une page à trous, j'allais dire. Pour les vues de la vieille, en ASP.NET, on appelait ça des master page. C'est exactement la même chose. Et on en a fait pas mal. Donc toi, j'ai mis quelques exemples. On a le page template ou modal page template. Donc ça permet d'avoir un titre avec l'effet de vague qu'on a vu et en fait le header qui sert de barre de navigation. Et child view, c'est tout simplement le contenu de la page. On a des pages de type formulaire qui ont pareil titre, contenu et qui ont une bottom view qui est en général le bas de la page qui contient le bouton, les boutons d'action. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu brancher à ce template une gestion du clavier de telle sorte quand le clavier s'affiche, on cache le bouton qu'il y a tout en bas de la page. Ça paraît anodin, mais en fait, c'est vachement pratique d'avoir un template pour génériciser ça. Donc ça, c'était assez pratique. Et pareil, on a une success page où là, en fait, on met même pas... Donc là, les suffixes sont pas anodins, c'est des views. C'est-à-dire que dedans, on s'attend à avoir des contrôles graphiques riches. On peut pas mettre tout et n'importe quoi. Je vous montrerai du code rapidement après. Et on a une success page template qui, elle, prend un titre, une description qui sont des strings, une animation qui, pareil, un chemin vers l'animation de l'outil qui est stocké dans le package. Donc voilà, juste pour montrer qu'il y a plein de schémas différents. Et en termes de code, très rapidement, vraiment pour l'anecdote, je sais pas si je peux mettre en mode curseur, vite fait. Tac. Donc là, en fait, ça c'est le template.
Donc on voit, on a l'habillage, si je puis dire. On a plein de content view là. On en voit une ici, title container. On en a une aussi ici, là, child container. Et en bas, content view button container. Donc c'est tout simplement les placeholders dont je parlais. Donc après, on a le code behind qui permet d'affecter le contenu de ces containers. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut même mettre du contenu par défaut. C'est-à-dire que là, on voit le title. Par défaut, c'est en fait ce qu'on appelle une header view, donc une barre de navigation. Et si on veut, on peut l'écraser via le code en fait pour remplacer complètement le header qui est en contenu riche par un autre contenu riche potentiellement. Bon là, très bête, hein, on a ici on voit une propriété title view qui permet d'affecter le contenu de la content view qui sert de placeholder. Une petite astuce, c'est d'utiliser la content property en attribut pour pas avoir à préciser form page template point child view pour mettre le contenu. Je vais vous montrer, mais tac. Donc ça c'est comment on utilise le template. Donc là la form page template, en fait, on voit qu'ici il faut préciser la title view sous forme de balise, parce que dedans on va mettre un contenu un peu riche. Par contre ici je n'ai pas précisé child view. C'est-à-dire que le contenu en fait de notre template est automatiquement affecté à la propriété child view. Un peu comme quand on utilise une page, en fait, on a à chaque fois des propriétés content qui sont affectées par défaut sans qu'on le précise. Et on voit en bas bottom view. Donc là, en fait, juste en affectant toutes ces propriétés, on a tout de suite le design qui se pose avec, comme je disais, la vague, le header, etc., etc. Donc ça, c'est super pratique. Ça, vraiment, ça nous a vachement aidé. D'autant plus qu'en fait, on n'a pas, enfin, je vais pas préciser, mais dans l'équipe, on n'a pas de développeurs. Enfin, tous les développeurs sont pas des experts sur Xamarin. Par contre, tout le monde fait du .NET et du C#. Donc c'est bien d'embarquer de temps en temps des développeurs qui font que du back et qui comprennent rapidement le XAML et qui feront en gros du copier-coller et qui arrivent à se débrouiller comme ça. Donc le fait d'avoir des templates, ça a pas mal accéléré le dev, bien sûr, et puis aussi ça permettait de mettre tout le monde à contribution. Un autre concept aussi qui était un petit peu touchy, mine de rien, on n'a pas voulu utiliser la navigation bar native pour la simple et bonne raison que c'est une plaie à personnaliser sur les deux plateformes. Donc, enfin, personnellement, même en natif, en général, je la refais from scratch parce que c'est un calvaire. Donc là, en fait, du coup, on a fait pareil, mais en Xamarin Forms. Donc la particularité, c'est que le header, on le voit, peut avoir plusieurs, enfin soit classique, hein, juste un libellé, un titre. Donc du coup, le contrôle a un champ libellé, un title. Et on peut aussi mettre du contenu riche, c'est-à-dire qu'on peut avoir du contenu sur plusieurs lignes. Et le but, c'est que ça pousse le contenu pour avoir aussi le dégradé qui suit avec. Bref. Donc ça, c'était pas trop compliqué à gérer. Par contre, ce qui était compliqué à gérer, c'était que la barre s'adapte à la navigation courante. C'est-à-dire que si on peut faire en back, il faut que le petit chevron back s'affiche automatiquement. Si on est dans une modale, ce serait bien aussi que la croix s'affiche automatiquement, sans qu'on ait besoin de le préciser. Donc en fait, il y a une espèce de conscience du contrôle où il a fallu un peu succès, faire 2-3 hacks pour savoir si on est dans une modale stack, si on est dans une stack classique, est-ce qu'on est dans une stack d'une modale. Enfin, il y a pas mal de scénarios un peu tordus comme ça. On a réussi, enfin, pour le coup, j'avais réussi à le faire et c'est plutôt satisfaisant. Donc on a une barre, en gros, un contrôle header qu'on pose n'importe où et il s'adapte automatiquement à la navigation dans laquelle il se trouve. Un autre contrôle que j'aime beaucoup, c'est qu'on avait déjà d'ailleurs utilisé, que j'ai déjà utilisé avec d'autres collègues qui sont ici présents, pour ainsi dire, c'est un loader. Donc en fait le principe c'est quoi? C'est qu'une page en général on passe par des états assez communs. C'est-à-dire qu'on charge des données depuis un web service, donc pour ça on affiche un spinner, puis soit le retour du web service est ok, dans ce cas-là on affiche le contenu, soit il est pas ok, dans ce cas-là on affiche un message erreur. Petit bonus, ça peut être bien d'avoir un bouton réessayer. On sait jamais, des fois on est dans le métro, on peut réessayer facilement, donc si c'est des codes type timeout, on va proposer à l'utilisateur de réessayer. Et peut-être des fois on a du contenu qui est complètement vide, ça arrive. Et en fait, ce schéma, il se reproduit sur 90% des pages. Donc pourquoi pas faire un contrôle, encore une fois, pour avoir la même mécanique sur toutes les pages. Donc là en fait, on liste tous ces états, il n'y en a pas que 4, là j'ai listé loading, completed, error, empty, on a un not thirsty, on a, je sais plus trop ce qu'on avait mis d'autres, mais c'est les principaux on va dire. En général, on n'a pas besoin de le rendre plus dynamique que ça. Il y en a qui aiment bien faire des systèmes un peu dynamiques. Enfin, sur le net, on peut trouver plein de projets autour de ça. Avoir une machine à état. Enfin bref, ce qui se rapproche des Visual State Manager, tout ça. Là, que nenni, très simple. On a juste un contrôle sur lequel on branche en fait un espèce de vue modèle qui va piloter l'affichage. Donc en fait, un état, c'est un affichage particulier. Comme je disais, si on est en train de charger un spinner, si on a fini de charger, on affiche le contenu. Pilotable depuis un vue modèle spécialisé. Et on peut surtout personnaliser l'affichage. C'est-à-dire que le libellé qui s'affiche du message d'erreur, on peut l'affecter depuis le vue modèle pour le personnaliser et dire il n'y a pas d'article ou il n'y a pas vos comptes sont vides, etc., etc. Et aussi on a la mécanique de retry qui est built-in. C'est-à-dire que je vais vous montrer rapidement avec une petite démo
promis, je vais faire rapide. Enfin, si j'arrive à quitter la présentation. Ok. Donc en fait sur mon GitHub j'ai un petit projet assez simple. On va le lancer d'abord. Tac. Si tout le monde va bien, ouais, c'est pas mal. Je vais d'abord vous montrer le projet. Je l'ai ici, sinon ça va être plus simple. Hop, hop. Alors c'est un projet sample, hein, donc c'est très stupide. On a un custom loader ici, on voit, on a pas très bien si, ouais, il y a un petit spinner. Là, on a un message d'erreur qui s'affiche. On a la possibilité de faire un try again, un nouveau spinner. Donc là, on est dans l'état loading. Le contenu est vide. Bon, donc là, en fait, je peux personnaliser le contenu, enfin le template, si vous voulez, le placeholder de l'état vide. Donc là, j'ai rajouté un bouton qui permet de passer en mode reload et d'afficher le contenu final. Là, on passe par plein d'états différents. Et en fait, on va voir que tout ça, c'est piloté par le ViewModel. Donc ça, c'est ce qui décrit finalement, vous voyez le loader ici, qui est branché sur mon loader ViewModel. Ça, c'est le ViewModel qui pilote la vue. Et chaque état est branché, pour ainsi dire, sur une vue. Donc là, on a l'error view, empty view, vous aurez compris, je pense. Et puis l'état final quand on est en computing. Et dans le code, en fait, ça se présente comment? Hop là, si je... Ah, génial, ça freeze. En fait, tout est représenté par ça. Là, on le voit. Donc le loader.execute, en fait, c'est le loader ViewModel.execute. Là dedans, on peut mettre une callback qui fait en fait tout l'appel. Donc là, on imagine un appel ici asynchrone à un web service à la place du test delay. Et là, je vais juste passer d'un état à un autre. Et en fait, c'est en fonction du résultat de cette méthode que je vais affecter mon affichage, donc que je vais impacter mon affichage. Donc là, on a un loader_result.error, donc ça va afficher l'état erreur avec la vue propre à l'erreur. Et je peux y passer dedans un message d'erreur qui remplacera le message par défaut. Pareil, état empty, état success, etc. Donc ça, c'est une méthode assez simple finalement pour essayer de représenter ces différents états. Et surtout, là, le gros avantage, c'est qu'on a dedans une lambda qui est capturée finalement par le loader, et on peut faire un retry automatique. C'est-à-dire que quand on a le bouton retry et qu'on appuie sur le bouton retry, le contrôle rappelle exactement ce même code à nouveau. Bon, faut y penser aussi quand on conçoit la méthode, mais grosso modo, on a du code comme ça qu'on a pu à répéter. Donc ça, c'est pareil, c'est un contrôle qu'on utilise absolument partout sur toutes les pages. Comme je disais, on a essayé de généraliser au maximum entre les templates, le loader, tout ça. Alors, je vais pas épiloguer parce qu'on a une deuxième présentation qui parle de navigation et qui sera, je pense, plus complexe que la mienne. Juste très rapidement, on a jusqu'à 5 niveaux de profondeur sur l'appli. On a plusieurs parcours possibles. Donc, on voit en haut sur le schéma, depuis la liste des comptes, je peux lister les opérations en stack. Donc, j'empile les écrans et j'arrive ici sur le détail d'une opération. Sauf que, en fait, il s'avère que depuis la liste des comptes, je peux aussi lancer une modale de recherche. Et depuis cette modale, je peux aussi accéder au détail d'une opération. Mais dans ce cas-là, le détail de l'opération doit être stacké dans la modale. Donc, du coup, c'est plus la même stack de navigation. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais on a on peut accéder à une page selon des parcours très différents, et surtout selon des modes stack, modal ou modal mixé avec une stack. C'est assez chaotique. C'est pas évident à concevoir. Et surtout, moi, une bonne pratique que j'aime bien mettre en place, c'est d'éviter d'avoir trop de navigation dans la vue, c'est pas son rôle, et surtout, le but c'est de déléguer au maximum la connaissance, l'omniscience des transitions d'une page à l'autre dans un service de navigation dédié. Ça évite la répétition de code, il y a moins de couplage, ça permet d'avoir une couche d'abstraction si on veut supporter une tablette ou faire de l'A/B testing, et puis surtout, ça évite d'avoir qu'est-ce que j'ai mis là, responsable? Oui, ça évite d'avoir que la page ait connaissance du contexte dans lequel elle se trouve. C'est-à-dire si on lui dit tiens ferme-toi, est-ce que je suis dans une modale? Dans ce cas-là, il faut que je fasse un pop modal. Ah non, je suis dans un stack, du coup, il faut que je fasse juste un pop. Du coup, ça commence à rajouter du code finalement. Voilà, ça commence à être fouillis. Puis single responsibility principle, tout ça. Donc on essaie de nettoyer tout ça. Une première approche un peu classique, c'est de faire un navigation service qui centralise tous les flows de navigation, donc qui permet de faire toutes ces transitions. Donc ça devient l'endroit central omniscient de toutes les transitions qui peuvent se faire dans l'application. Après, il y a deux écoles. La manière un peu générique, c'est ce qui est présenté sur la doc officielle Xamarin.Forms, c'est un navigation service.navigate du ViewModel, donc on navigue plutôt au travers du ViewModel. Moi, je préfère la deuxième approche personnellement, c'est navigation service.showHome, par exemple. Donc on va spécifier chaque route d'une certaine manière avec une méthode en dur dans le navigation service. Ça a l'avantage de pouvoir spécifier des arguments typés fortement. Là où sur le navigate home view model qu'on voit au-dessus, en général, on passe à un object parameter
et il faut le caster et faire du boxing, des choses comme ça. Donc c'est pas très élégant. Après c'est une question de goût, il y a du bon et du mauvais dans les deux approches. Et du coup on avait commencé dans l'application avec cette approche-là, Navigation Service, qui centralise tous les flux de navigation. Je sais pas si vous vous souvenez, au tout début j'ai dit qu'il y avait à peu près 70 pages. Autant vous dire que ça commence à vite être le bordel dans ce fichier. Qu'on a quand même splitté au fur et à mesure qu'on a essayé de faire la composition, de faire les choses bien, mais je trouve que il y avait toujours besoin de savoir le contexte dans lequel on se trouvait, enfin, ça devenait un petit peu chaotique. La classe avait plus de 60 méthodes, même si elle était un peu redispatchée. Il fallait à chaque fois faire des hacks pour savoir si on était dans une stack, une modale, en fonction de la position dans la stack, il fallait faire des opérations, enfin, ça devenait ingérable. Donc finalement, on a pris une deuxième approche, donc on a tout mis à la poubelle, on a tout refactoré. Finalement, c'est une approche un peu plus centrée sur chaque workflow dans la navigation. C'est-à-dire, en fait, il faut imaginer que dans l'application, il y a des workflows qui sont complètement indépendants du reste de l'application. Par exemple, quand on rentre dans le tunnel d'inscription, pour s'inscrire, créer un compte, ça c'est un tunnel. On sait qu'on a un début, on a une fin, et toutes les étapes intermédiaires, c'est figé, c'est comme ça. Du coup, en fait, on fait l'équivalent de une classe de navigation pour chacun de ces workflows. Et en fait, on injecte cette espèce de classe qui sait dans quel workflow on se trouve dans le view model. Et on pilote comme ça la navigation. Bon, sans code, c'est un peu compliqué, mais dans l'idée, si vous voulez creuser ce sujet, c'est largement inspiré du concept de coordinateur qu'il y a sur iOS, qui fait exactement ce que j'ai décrit. Et il faut, voilà, en gros, un coordinateur, ou un navigateur, si vous voulez, c'est un flow de navigation. Les optimisations, alors ça, c'est un vrai problème sur Xamarin. Ça demande pas mal de connaissances. Et je commence par la taille du package. Au tout début, quand vous voulez lancer l'application, on ne s'est pas trop soucié de ces problématiques-là. En général, l'optimisation, on garde pour la fin. En général, c'est une bonne idée. Et là, en fait, on compile le package, on l'archive, tout ça, et puis là, on se rend compte, waouh, la vache, le package fait 70 MO. Donc, ok, on vit à une époque où une application Facebook fait, je sais pas combien on est, là, peut-être 150 mégas. Les utilisateurs sont habitués à télécharger des grosses applis, mais quand même, 70, ça pèse assez lourd pour une application qui fait de la gestion du patrimoine, tout ça, tout ça. Si, ok, je me suis retroussé les manches et c'est parti. Il y a plein d'options d'optimisation, il y a la doc dans tous les sens, il y a plein d'articles sur le net qui en parlent. Je vais y aller très rapidement, mais en gros, on commence à activer toutes les options et on y va à tâtons, on génère plein de packages et on voit à la fin la meilleure combinaison d'options. Chez nous, ce qui a marché, c'était activer du ProGuard, donc ça fait de l'obfuscation du code, ça nettoie pas mal de codes Java en particulier qui sont générés automatiquement, qui sont pas utilisés dans l'application. Attention à ça parce que ça peut aussi détruire du code dont vous avez besoin dans l'application, donc il faut y aller prudemment. Le linker, c'est pour pareil supprimer le code, mais cette fois-ci côté C# qui n'est pas utilisé. Il y a deux options en général, enfin trois, soit ne pas utiliser le linker, soit utiliser le linker sur les assemblées du SDK, donc tout ce qui est Mono, Xamarin. Du coup, ça nettoie tout ce qui n'est pas utilisé. Et le link all, voilà, ça prend toutes les libs, toutes les DLL, et puis ça enlève tout le code inutile avec une analyse statique. Le link all, le problème c'est que souvent on a des mauvaises surprises et franchement le gain est pas énorme. Donc nous en fait on s'est rendu compte que finalement pour gagner 2-3 mégas, ça n'avait pas trop le coup d'avoir des bugs dans tous les sens et de maintenir tout ça. Donc on a mis du link SDK assembly only. Voilà, comme ça c'est réglé, c'est plus simple. En général ça se passe mieux. Et les options cachées, en particulier sur Android, en fait on peut faire de la compilation ahead of time et on a des options pour la compilation ahead of time. On a deux attributs en l'occurrence, no write symbols et no debug, qui permettent de réduire, je crois que de mémoire on avait gagné quelque chose comme 10 mégas, donc j'ai mis à peu près 15-20% sur la taille du package, ce qui est énorme, et ça a aucun impact, c'est-à-dire qu'on s'imagine qu'il y aura plus de, tous les stack traces qu'on veut remonter via les outils de crash, etc. En fait non, ça change pas grand-chose. En gros, je sais plus exactement ce que ça supprime, mais dans le no debug, je crois que c'est surtout des fichiers de debug dont on n'a pas trop l'utilité en prod, et no write symbol, je crois que j'ai jamais compris ce que ça enlevait, mais de ce que j'ai vu, en tout cas, il y a pas d'impact sur la stack trace. Une autre méthode aussi, c'est de splitter le package en fonction des targets des architectures processeurs qu'on cible. Donc un package par architecture. En général, la bonne pratique, c'est plutôt de targeter du x86 et du ARM v7. Alors x86, nous, après analyse, il s'avère qu'on a quelque chose comme 0,01% des utilisateurs qui sont sur du x86. Donc là, prochainement, je pense qu'on va le supprimer. Du coup, on pourra diviser par... pas diviser, parce que du coup, en fait, le fait de splitter en deux packages, ça divise aussi la taille du package. Parce que sinon, ça veut dire que ça embarque toutes les DLL de chaque plateforme dans un même package APK. Donc avec ça, on peut gagner encore un petit peu. Et puis comme j'ai dit au début, avec du SVG, en évitant de trimballer des images dans tous les sens, on gagne encore une fois de la place. Attention quand même à ça, en juillet, si pas de bêtises, de cette année, Android, donc Google va contraindre à livrer des packages qui sont compatibles 64 bits.
ça veut dire ARM64, ça veut dire x64 obligatoirement donner d'un package lors de la publication, donc que ce soit une mise à jour ou une nouvelle application. Ça veut dire que même si on supprime x86, il faudra quand même fournir ARM64. Ça, faut y penser. Et la compilation ahead of time augmente énormément la taille du package. On verra après qu'on peut pas s'en passer. Voilà, c'est tout. C'est un point d'attention. La taille du package pour iOS, beaucoup plus simple. Là, on n'a pas des tailles énormes. Là, donc, on a plutôt joué sur une option qui est cochée par défaut, Strip Native Debugging Disable. C'est un peu l'équivalent de ce qu'on a vu sur Android. Link SDK Assembly, même raison que tout à l'heure. Et ARM64. Alors ça, je l'ai constaté il y a un peu moins d'un mois, mais en fait, ARM64, ça supporte les téléphones à partir de l'iPhone 5S. Donc en gros, à peu près les téléphones qui sont supportés par la version courante d'iOS. Donc ça sert à rien de supporter du ARM V7 comme nous on faisait avant. Et du coup, c'est comme ça qu'on passe de 40 mégas à 20 mégas de taille package. Ça, c'est assez cool. Et enfin, pour rester sur cette longueur d'optimisation, sujet d'optime, il y a le nerf de la guerre, c'est aussi le démarrage de l'application. Et pareil, au début, on avait rien optimisé, et puis là, on se rend compte, oh là là, la vache, même compilé en release et tout ce qu'on veut, soi-disant optimiser, l'application met une dizaine de secondes à se lancer sur un Galaxy S8, je crois, on avait testé à l'époque. Juste pas possible, quoi. Enfin, 12 secondes, c'est un temps éternel, c'est juste une attente insoutenable. Donc là, on se retrousse les manches, on regarde ce qu'on peut faire. Pareil, plein d'articles sur le net. Là, j'ai listé en fait toutes les options qu'on a cochées. Compilation ahead of time, j'en parlais, c'est là où on a le plus gros gain. C'est on fire. Compilation du XAML en XAML c'est quasiment indispensable. Maintenant, il n'y a plus de bugs. Enfin, autant il y a 1 an et demi, 2 ans, c'était encore un petit peu galère sur certains cas. Autant maintenant, zéro souci. Moins de DLL à charger au démarrage. Donc ça, toute la notion de plugin qui permettent de rajouter des fonctionnalités natives dans la partie Forms. Maintenant, c'est tout agrégé dans un projet qui s'appelle Xamarin Essentials. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça évite d'avoir 50 DLL. On a tout en un. L'optimisation à l'LVM, pour avoir testé, j'ai pas vu de gros changements personnellement sur notre API. Ouais, ça peut changer d'un cas à l'autre. Et le linker, pareil. Comme il réduit la taille du package, on peut imaginer que ça met moins de temps à charger, mais on va pas trop noter de différence. Donc on est quand même passé de 12 secondes à 3 secondes, ce qui est franchement correct. C'est-à-dire que la plupart des applications, si vous regardez sur le téléphone, Facebook, tout ça, ils mettent en général un peu plus de 2 secondes à se lancer. C'est assez rare d'avoir en dessous. Donc, pour nous, en tout cas, c'est satisfaisant. Bon, je vais passer très rapidement, sinon je vais déborder, mais sur l'environnement, en fait, je trouvais un petit truc intéressant, c'est que il y a plusieurs écoles. En général, quand on fait du serveur, on va embarquer la configuration, et la bonne pratique, c'est on compile tout ça, donc on a des DLL entre guillemets immutables sur lesquels on met de la conf, et quand on veut changer d'environnement, juste la conf a changé, mais les DLL on n'y touche surtout pas. Ce qui fait qu'on garantit qu'en recette, on a testé les DLL, et après en prod, il y a juste la conf qui change. Sur mobile, c'est un petit peu plus compliqué. On embarque un package qui embarque lui-même la configuration, donc en fait on peut pas forcément interchanger la configuration comme ça sans toucher au DLL ou au code compilé. Il y a des méthodes pour le faire, mais franchement c'est compliqué. Il y en a qui sont cassés les dents dessus. On peut imaginer dézipper le package, réinjecter de la conf au format JSON, des trucs comme ça. Pour avoir essayé, c'est galère et bref, c'est assez tortueux. Là, le parti pris, c'est de faire au plus simple. Donc, on a juste des builds par environnement. C'est un peu laborieux parce qu'on est obligé de builder par environnement, mais pas trop le choix. Et après, on passe par une interface qui décrit, on le voit à gauche, toutes les clés dont on a besoin. On a du toggle feature, on a des petites propriétés. On s'en fiche un petit peu du détail. Toute la configuration commune, on a dans une abstract class, qu'on appelle configuration, qui hérite du coup du e-configuration. Et du coup, on met des valeurs par défaut qu'on laisse en virtual pour être écrasé après par potentiellement d'autres environnements qui viennent se déclarer par-dessus. Donc là, on voit, on a toutes les propriétés abstraites, c'est celles qui vont être propres à chaque environnement. Et tout ce qui est virtuel, c'est juste on veut setter une propriété par défaut. Après, on peut l'écraser ou non. On a le choix. Et dans l'implémentation, après, c'est relativement simple. On va dire la configuration debug hérite du coup de l'abstract class configuration. Donc on est obligé d'implémenter les properties qui étaient abstractes. Parce que là, on déclare les différentes URL, tout ça. Potentiellement, on fait du toggle feature spécifique au debug. Donc ça, c'est pour l'environnement sur le poste en local quand on dev. Et après, pour la prod, nous, ce qu'on fait, c'est que comme on a de la CI, évidemment, on a automatisé au maximum, en fait, on vient remplacer des variables directement à la compilation dans la classe. Voilà, c'était pour l'approche, je trouvais ça intéressant d'en parler. Et un autre petit truc aussi sur la conf, comme je disais au début, on a des développeurs qui sont plutôt bas, qui font une .NET C#. Donc on a une API. Donc en un an, on n'a pas fait que l'application mobile, on a fait aussi tout le backend qui vient avec. Et du coup, de temps en temps, il arrive que pour les bugs, pour dépanner, les développeurs back fassent du front. Et en fait, je m'étais dit au début, tiens, ça peut être sympa de réutiliser le Microsoft Extension Dependency Injection, qui est le container IOC, qui est utilisé dans ASP.NET Core.
Donc, histoire de s'y retrouver, avoir le même vocabulaire et les mêmes fonctionnalités, vu que c'est compatible .NET standard, bah, allons-y, quoi. Il est relativement performant, c'est pas une foudre de guerre, mais c'était satisfaisant, et du coup, on retrouve le même vocabulaire, on le voit en bas, add singleton, add transient, etc. En termes d'outils, très rapidement, donc nous, ce qu'on a utilisé, c'est InVision pour tout ce qui est maquette design, donc c'est un équivalent de Zeppelin pour ceux qui connaissent, bon, maintenant c'est assez répandu. C'est plutôt pas mal. Après, on n'a pas tout à fait les mêmes fonctionnalités que Zeppelin qui permettent de superposer un calque par-dessus le téléphone pour faire du pixel perfect, des choses comme ça. En même temps, en Xamarin Forms, du pixel perfect, c'est un peu illusoire, donc nous, on s'en fichait un petit peu. Pour tout ce qui est crash reporting, analytics, distribution de l'application, on utilise App Center, ça dépote. Au tout début, on utilisait le build intégré à App Center, pour faire build release. Après, on s'est retrouvé un petit peu limité, même si on peut jouer sur des scripts, etc. On a préféré tout basculer sur Azure DevOps et pour toute la chaîne d'intégration continue, donc build release. Et après sur le déploiement, on se base sur App Center, en tout cas pour le déploiement en recette et sur les téléphones et en interne. Et après pour le déploiement sur les stores, on peut. Il y a tout plein de tâches qui sont dispo sur Azure DevOps et ça marche très très bien. Enfin, juste pour donner un peu mon avis sur Xamarin Forms, est-ce que c'est la bonne techno qui répond à tous les problèmes et toutes les situations? Alors évidemment, la réponse est universelle, hein, ça dépend. Il n'y a pas de réponse universelle. Là, ce que je vous ai montré, c'est que pour nous, ça marchait plutôt bien, dans la mesure où on avait un client déjà dans l'environnement, l'écosystème Microsoft. Derrière, le backend, c'est du .NET, c'est du .NET Core en l'occurrence. Après, on monte tout sur Azure, donc ça se branchait plutôt bien. Xamarin, on a beau dire, dès qu'on a un blocage, on sait qu'on a les API natifs qui sont à disposition, on a tout en C#, il n'y a pas besoin de faire du Swift ou du Java ou du Kotlin, on va dire assez peu, sauf si vraiment il faut embarquer une libre qui n'a pas été embarquée pour nous, enfin wrappée on va dire. Xamarin Forms, c'est, j'ai même pas calculé, mais c'est vraiment plus de 90% de partage de code. Enfin, nous sur l'API, on a très très peu de renderers. Je vous les ai cités, je pense que j'ai tous passé en revue, hein, borderless entry, des choses comme ça. Par contre, le gros problème, c'est que évidemment, on galère pour les compétences. Enfin, c'est sur le marché, c'est assez compliqué, en particulier sur le marché français, de trouver des gens compétents sur Xamarin en général et Xamarin Forms par extension, même si c'est entre guillemets plus simple que du Xamarin natif. C'est quand même pas évident. Donc c'est pour ça que là, vous voyez, l'application, on a essayé de simplifier au maximum pour embarquer n'importe quel développeur, même un junior. Visual Studio, pareil, quelques petites surprises. C'est assez sympa leur nouveau rythme de publication des mises à jour. Par contre, moi, ce que je vous conseille, c'est de pas faire les grosses mises à jour et d'attendre quelques versions mineures, en général 4 ou 5, qui arrivent dans les 2 à 3 semaines qui suivent. Et les gros défauts maintenant de Xamarin Forms, je pense que tout le monde les connaît et c'est un peu ce qui bloque, c'est on a la mode maintenant du hot reload. On l'a en web quasiment sur tous les frameworks à la mode. On l'a en Flutter pour citer un concurrent. On l'a sur React Native, etc. C'est un gros manquement en mon sens et en termes de productivité, même si l'équipe Xamarin travaille énormément à tout ce qui est optimisation de démarrage de l'application, cycle de feedback, etc. Enfin, je veux dire, en moyenne, on attend quand même 30 secondes avant que l'application se lance, le temps qu'on revienne sur un écran qui est un petit peu en profondeur, on perd l'état, on est obligé de tout ressaisir. C'est une perte de temps absolue. C'est vrai que quand on a goûté au hot reload, c'est extrêmement frustrant. Donc là, il y a beaucoup d'attentes sur ce sujet-là. Il y a la communauté qui se bouge un petit peu. Il y a un petit gars de la communauté sur Twitter qui est en train qui a publié déjà une extension qui est compatible Visual Studio Mac. C'est un peu au stade expérimental, mais pour tester, ça marche plutôt pas mal. On fera peut-être une présentation sur ce sujet la prochaine fois. Mais ce serait bien que ça vienne vraiment, que ça émerge de Microsoft Xamarin et que ça devienne un outil plébiscité et soutenu et maintenu. Du coup, la question après, c'est est-ce que c'est mieux de faire du Progressive Web App, du web, Cordova, ce que vous voulez, Flutter, React Native? Ça dépend, vraiment ça dépend. Là, on était, comme je vous disais, on était plutôt dans un bon écosystème qui matchait bien. Les besoins n'étaient pas extrêmement complexes non plus. On a réussi à s'en sortir avec un design relativement complexe. On l'a vu sur la vidéo, c'est plutôt fluide et globalement c'est satisfaisant et surtout on arrive à tout faire en .NET C# et ça c'est vraiment cool. Voilà, merci à tous et si vous avez des questions. Juste une remarque par rapport au reload. Moi, je fais systématiquement l'appli en UWP aussi, même s'il n'est pas demandé. Ouais. Parce que là, les temps de compile, ou oui, même ça va plus vite. Du débugage à chaud, ça n'a rien à voir avec un terminal existant. C'est sûr que ça ne marche pas pour tout ce qui est design. Enfin, c'est limité, parce que le rendu n'est pas identique. Mais pour tout ce qui est algo, vérification d'adresse email, que sais-je, tatou saisie, champ obligatoire, enfin bref, tout le métier, tu le fais superbement bien avec le même code. Hein. Et tu te fais pas chier, parce que le truc, si tu bosses sur Visual Studio sur PC, le projet est généré d'office, de toute façon, si tu l'as pas décroché. Donc, ça mérite d'être plus regardé, ce truc-là, aussi.
Oui, bah, je répète la remarque au micro, juste effectivement de plutôt utiliser UWP pour la publication, pour la boucle feedback, pour le dev, plutôt que alors Android. Alors Android c'est pas mal amélioré quand même, donc globalement la boucle de feedback est diminuée. Avec Visual Studio 2019, il a annoncé que c'est encore divisé, enfin les temps sont divisés par 2, soi-disant. J'ai pas tenté encore. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc les optiques côté Gradle. Donc à voir. Moi je sais que donc il y a quand même pas mal de belles choses qui arrivent. Je sais qu'il y a l'accent qui va être mis aussi sur le Xamarin Forms Previewer pour pallier un petit peu à ce manquement de hot reload. C'est pas tout à fait la même fonctionnalité, c'est pas non plus le même but. Mais enfin moi personnellement, je sais que je suis sur Mac donc j'utilise iOS et ça se déploie assez rapidement. Oui. Ça se déploie assez rapidement. Donc c'est pas non plus catastrophique, mais c'est vrai que c'est extrêmement frustrant. Enfin pour goûter un petit peu du Flutter, à côté c'est le jour et la nuit quoi. Là-dessus c'est vraiment difficile quoi.